Poupidou, 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 Euradio Nantes vous présente les causeries de la MSH. Bienvenue dans les causeries de la MSH. Alors aujourd'hui, épisode 2, saison 5 de nos échanges. Comme les saisons précédentes, tous les troisièmes mardis du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne. Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? John Lennon disait, j'ai déjà cité cette phrase, mais enfin je l'aime beaucoup, parler de musique c'est comme parler de sexe, pourquoi en parler ? Enfin, mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de sexe, mais du genre masculin et du genre féminin, pas de conjugaison, pas savoir s'il faut mettre un E ou deux E, etc. Vous l'aurez deviné, nous allons parler des études de genre. Alors, cette, entre guillemets, théorie du genre, qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, au moment des débats autour du mariage pour tous, ou de la réforme des manuels scolaires, manuels scolaires à propos desquels Najat Vallaud-Belkacem déclarait dans une interview au Point en juin 2013 la théorie du genre, ça n'existe pas, c'est comme le monstre du Loch Ness, tout le monde en parle, mais personne ne l'a vu. Alors sans m'avancer beaucoup, je ne sais pas si notre invitée a vu le monstre du Loch Ness, mais elle a certainement vu les études de genre, je ne dis pas la théorie, parce que ça apparemment, c'est pas comme ça qu'on dit. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir si Groucho Marx avait raison. Groucho Marx qui disait que les hommes sont des femmes comme les autres. Alors, idéologie pour les uns, science pour les autres, secte pour les uns, courant intellectuel pour les autres, du fameux « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de Beauvoir aux écrits de Judith Butler, papesse américaine du gender et de la théorie queer, prenant la séparation entre genre et sexe. Alors de tout cela, nous allons débattre aujourd'hui avec notre invitée, Christine Barr. Plus précisément, nous allons parler du programme et de ses études, de ses recherches et du programme Jeudi. Jedi. Alors oui, justement, hébergé à la MSH et qu'elle dirige. Alors oui, jeudi, j'allais justement, j'ai fait un peu exprès. Donc Jeudi ou Jedi, je ne sais pas, bon on va dire Jedi, c'est... Donc, pour genre et discrimination sexiste et homophobe. Alors, je vais reprendre un petit peu la description de ce programme de recherche qui est faite donc, sur le site de la MSH. Porté par la structure fédérative de recherche Confluence de l'Université d'Angers, habilité par la MSH Ange-Guépin de Nantes et financé par le Conseil régional des Pays de Loire. Ce programme interdisciplinaire et interuniversitaire donc, implique 80 chercheurs, 44 des 3 universités ligériennes. Il offre une expertise régionale sur le genre, apportant des savoirs nouveaux sur la persistance des discriminations et des inégalités, et se propose d'accompagner les actions publiques ou associatives à travers des enquêtes de terrain. Il contribue aussi à la recherche fondamentale, en droit, histoire, en sociologie, en géographie, en psychologie, en littérature, donc à travers plusieurs projets qui ont une dimension comparatiste. Alors l'originalité de ce programme et de réunir aussi souvent que possible l'étude du sexisme et de l'homophobie, ce qui suppose la confluence de 2 cultures, de 2 expertises, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, souvent menées parallèlement alors même que le lien entre les 2 formes de discrimination est souvent fait spontanément. Alors l'hétérosexisme désigne justement un ordre social fondé sur la norme hétérosexuelle et la hiérarchisation des sexes, des genres, des sexualités, ce qui induit des systèmes et des comportements discriminatoires, conscients et inconscients, qui ont la vie longue, que le droit, les politiques publiques et de nombreuses initiatives militantes associatives tentent d'éliminer. Alors les attitudes sexistes et homophobes sont particulièrement prononcées lors de l'adolescence, quand sont remaniées les identités de sexe et les rapports entre les sexes. Ces phénomènes induisent des comportements de stigmatisation, de protection, de violence symbolique dont les jeunes sont victimes, auteurs ou témoins. Les établissements scolaires sont à la fois le lieu d'observation et de prévention de ces phénomènes, en particulier dans le cadre de l'activité physique et sportive. Le monde du travail et le marché de l'emploi résistent également à l'égalité, de même que le monde de l'enseignement et de la recherche. Vaste programme. Ce programme qui est organisé en 5 axes: langage du corps, contrainte et résistance, voix de femmes, quelle place, quelle lecture pour les œuvres de femmes dans les universités françaises et étrangères, travail, emploi, territoire, égalité de droit et inégalité de fait, droit, normes et politiques publiques contre les discriminations sexistes et homophobes, mobilisation militante, histoire et actualité des initiatives luttant contre le sexisme et les LGBT-phobies. Néologisme. Christine Barr, que nous accueillons aujourd'hui, est une historienne française, professeure des universités en histoire contemporaine à l'Université d'Angers. Vous me corrigez si je dis des erreurs. Elle est membre du Centre de recherche historique de l'Ouest, donc qui regroupe les universités d'Angers, du Maine, de Bretagne Sud et de Rennes.
Elle est directrice de Confluence, structure fédérative dont j'ai parlé tout à l'heure, des laboratoires en sciences humaines de l'Université d'Angers. Et donc, elle a été membre associée au Centre d'histoire de Sciences Po. Elle a publié récemment, donc j'ai pris le dernier livre qu'elle a publié, donc c'est Les Insoumises, la révolution féministe, c'est ça ? Oui, alors très bientôt aux presses universitaires de Rennes, les féministes de la première vague. Voilà. Donc ça va apparaître là, le 4 décembre. Parfait. Oui. On en profite alors. Et puis, elle avait publié en 2010 aussi un ouvrage sur ce que soulève la jupe. Hein, c'est ça ? Oui, en même temps qu'un livre sur le pantalon, puisque ça fonctionne ensemble de manière assez relationnelle. Le livre sur le pantalon, au Seuil, c'est une histoire politique du pantalon. Voilà, qu'on peut trouver en poche maintenant. Voilà, alors c'est très bien, je vous ai passé la parole et je crois que je vais vous la laisser de nouveau. Donc dans cette première partie de l'émission, on va donc aborder à la fois ce programme de recherche du JD et aussi de replacer un petit peu ces recherches d'un point de vue plus historique à travers un bref rappel de ce qu'on entend. Alors, on a eu un aparté tout à l'heure. J'ai employé malencontreusement le terme théorie du genre, mais vous allez nous expliquer pourquoi il ne s'agit pas d'une théorie, mais d'autre chose. Oui, merci. Effectivement, c'était un petit peu provocateur comme introduction, parce que dès qu'on dit théorie du genre, on voit surgir Zemmour et un certain nombre d'éditorialistes du Figaro ou de militantes de la Manif pour tous, puisque c'est dans cette mouvance réactionnaire qui tend à banaliser aussi certaines idées de l'extrême droite, que on trouve cette expression théorie du genre qui ne renvoie à rien de ce que nous faisons depuis bien longtemps. Séparer le sexe biologique du sexe social, qu'on appelle genre depuis les années 90, c'est quelque chose d'assez ancien. Quand Simone de Beauvoir l'écrit « On ne naît pas femme, on le devient », elle veut parler de la socialisation qui nous fait garçons, filles, hommes, femmes, en fonction de normes qui évoluent dans l'histoire. Le deuxième sexe, c'est 1949. Elle n'emploie pas le mot genre, mais on a déjà l'idée. Alors, bien sûr, ça s'est sophistiqué sur le plan des idées du concept. Il n'y a pas une définition du mot genre, d'une discipline à l'autre, en droit, en histoire, en sociologie, on voit les choses d'une manière un petit peu différente. Donc il y a un champ d'études pluraliste avec des débats, et c'est extrêmement polémique quand on parle d'un domaine qui serait comme une secte. En fait, c'est un domaine que ses détracteurs connaissent très mal. Souvent, ils vont chercher une citation extraite de son contexte et ils cherchent à diaboliser tel ou tel philosophe américaine pour en faire un produit un peu effrayant venu d'outre-Atlantique. D'ailleurs, cette présentation des études sur le genre en soi, on en fait, nous, un objet d'étude. On suit très attentivement ça, parce que c'est l'expression d'une pensée antiféministe réactionnaire qui a malheureusement pas mal d'échos depuis 2013. C'est devenu un enjeu idéologique. Il y a eu l'opposition au mariage pour tous. 2013, puis exactement. C'est devenu. Ça a été idéologisé en 2013, alors que ces études-là existaient depuis bien longtemps. Elles sont faites par des gens qui ont des opinions politiques assez diverses, et des domaines d'activité assez divers. Et là, c'est devenu un enjeu politique. Donc, c'est profondément perturbant quand on est universitaire, de se voir attaqué comme ça par une fraction Et comment vous expliquez de l'opinion. Ça ? C'est devenu un enjeu politique pour des raisons. Et bien sûr, derrière, je ne veux pas nier qu'il y a de vrais clivages philosophiques qui peuvent exister. Par exemple, pour le Vatican, il y a une position hostile aux études sur le genre depuis bien longtemps. Depuis avant 2013. Il y a
il y a deux visions de l'être humain, celle des sciences humaines et sociales qui pensent que l'histoire et la culture nous construisent comme êtres humains, et puis ceux qui vont davantage pencher vers une explication naturaliste, essentialiste, biologisante de nos comportements. Voilà, je ne cache pas ça. Il y a une vraie dimension philosophique, mais vraiment les deux courants font partie de non, parce que quand on fait de l'histoire, la part de la biologie, c'est pas notre champ d'étude, par exemple. Donc, on observe ce qu'on peut étudier en le faisant de la manière la plus honnête possible, la plus rigoureuse possible, avec une méthode, en confrontant ce que nous faisons avec les travaux d'autres collègues. Voilà, on a des méthodes sciences humaines et sociales. Donc, à travers les études sur le genre, c'est aussi toute cette approche SHS qui est critiquée par une fraction de l'opinion, certains certains journalistes, je vais pas dire intellectuels, mais certains journalistes qui ont trouvé ce nouveau cheval de bataille et puis qui s'en prennent aussi particulièrement à toutes les expériences pédagogiques, tous les efforts qui peuvent être faits dans l'éducation nationale pour faire régresser les Votre objectif principal, c'est d'essayer de réduire les inégalités et les discriminations. Je pense qu'on y participe en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, en étudiant les discriminations, en vulgarisant les résultats de nos recherches et en interagissant avec des associations et avec la société civile. On y contribue à créer, on aime bien cette expression-là, à créer une culture de la mixité, une conscience un peu plus aiguë et affûtée des discriminations. Très bien, nous arrivons au terme de cette première partie de l'émission. C'était important, donc, mais volontairement provocateur, c'était important de donner toutes ces précisions. Et donc, on va continuer à parler des études de genre dans la seconde partie, après la pause musicale. Rétine et pupille, les garçons ont les yeux qui brillent. Pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire. Par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Elles, très fières, sur leurs escabeaux en l'air, regard méprisant et laissant le vent tout faire. Elles, dans le soir, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. On en fait beaucoup, se pencher, tordre son cou, voir l'infortune, à quoi nos vies se résument. Pour voir tout l'orgueil, toutes les guerres avec les deuils, la mort, la beauté, les chansons d'été, les rêves. Si parfois ça les gêne et qu'elles veulent pas qu'on regarde leur guibole, les garçons s'affolent de ça. Alors faut que ça tombe, les hommes ou bien les palombes, les bières, les khmers rouges, le moindre chevreuil qui bouge. Fanfare, bleu, blanc, rage, vert de rouge et vert de rage. L'honneur des milices, tu seras un homme, mon fils. Elles, à fier, sur leurs escabeaux en l'air, regard implorant et ne comprenant pas tout. Elles, dans le grave, la faiblesse des hommes, elles savent que la seule chose qui tourne sur terre, c'est leur robe légère. Rétine et pupille,
les garçons ont les yeux qui brillent pour un jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Et la vie tout entière, absorbée par cette affaire, par ce jeu de dupes, voir sous les jupes des filles. Radio Nantes, les causeries de la MSH. Bien, nous reprenons donc nos échanges, hein, donc, qui concernent aujourd'hui donc, notre invitée Christine Barr, qui vient nous parler des études de genre et du programme donc, qu'elle développe au sein de la MSH, qui est à l'origine de cette émission et qui est le programme, donc je vais volontairement bien le prononcer cette fois-ci, le JEDI. Alors, dites-nous en plus de ce projet JEDI. Alors, c'est un programme essentiellement financé par la région Pays de la Loire et c'est un programme dit structurant. Donc, le but est de mettre en réseau, de développer une culture commune, de développer des recherches, des initiatives comme des journées d'études, des colloques. Nous réalisons aussi des webdocs sur le thème donc des discriminations sexistes et homophobes. Dans ce genre de programme structurant, on est très nombreux. Nous, on est une centaine maintenant, principalement dans les 3 universités des Pays de la Loire, mais aussi en lien avec d'autres universités en France. Par exemple, Daniel Borillo, qui est un juriste très connu, qui est l'auteur de nombreux livres sur l'homophobie, jusqu'au Canada, avec des liens tout particuliers avec l'UQAM à Montréal. Donc, on tient aussi beaucoup à la mixité de notre domaine de recherche. Donc, ce sont des femmes et des hommes. C'est transgénérationnel aussi. Combien de femmes, combien d'hommes plus de femmes. Parité? Non, on n'a pas la parité. On a moins d'hommes que de femmes, ce qui est assez classique dans les études sur le genre. Mais quand on parle de genre, justement, l'intérêt, c'est d'inclure aussi tout ce qui concerne les hommes. Pendant la première phase des études faites dans un esprit féministe, c'était surtout des études sur les femmes. Et elles étaient bien nécessaires pour rendre visibles ces femmes qui étaient très peu étudiées en fait. Et aujourd'hui, on parle plus de genre parce qu'on s'intéresse aussi aux masculinités, à la fabrique de la virilité, à l'antiféminisme, au masculinisme. On va faire un colloque en 2017 sur les masculinismes avec des collègues du Québec. Qu'est-ce que vous entendez par masculinisme ? Alors, ce sont les mouvements qui disent défendre la condition masculine et qui en réalité sont très anti-droits des femmes et qui présentent les hommes comme des victimes d'une société désormais dirigée par les femmes. Voilà, donc ce sont des mouvements qui peuvent avoir des moyens d'action assez spectaculaires et qui, pour certains, peuvent utiliser une certaine violence. Voilà. On les découvre un peu dans le film La domination masculine. Et donc ça regroupe donc ça regroupe différentes disciplines. Oui, alors c'est donc très interdisciplinaire. Ça va nous permettre aussi peut-être de présenter les différents axes. Donc, oui, on a un axe 1 autour du corps avec beaucoup de STAPS, études du sport, donc sur comment jouent les discriminations dans l'apprentissage, dans l'éducation physique et sportive, mais aussi dans les fédérations sportives. Juste un exemple. Étude d'une activité concrète, le rugby pour les filles à l'école. Donc dans une classe mixte, on se dit mais l'égalité progresse. Si on va voir sur le terrain, on voit les garçons à qui on apprend à faire des passes et des plaquages et les filles qui tournent autour du terrain. Donc voilà un exemple tout à fait concret de discrimination dans le cadre scolaire. Donc il y a en quelque sorte une exception sportive pour les discriminations. On semble admettre que parce que les hommes et les femmes seraient physiquement différents,
les activités peuvent être différentes et donc on néglige souvent l'éducation physique et sportive des filles. Ça se traduit en termes de résultats, puisqu'au bac, il y a à peu près 2 points de différence entre les résultats des filles et des garçons en sport. Donc il y a un enjeu là. Nous avons un axe aussi plutôt sur la littérature qui montre à quel point les œuvres de femmes sont sous-étudiées et plutôt maltraitées dans la critique, dans toute l'histoire de la littérature. Un axe plus sociologie de l'emploi qui s'intéresse aux discriminations systémiques, en quoi le territoire et ses ressources, par exemple l'accès à Internet, les garderies, etc., conditionnent l'accès des femmes à l'emploi. Un axe plus juridique où nous allons organiser un colloque de droit comparé sur les législations visant à punir les discriminations sexistes et homophobes. Et enfin, un axe mobilisation militante sur l'histoire et l'actualité des initiatives luttant contre le sexisme et l'homophobie. Donc là, avec une dimension historique à laquelle je tiens beaucoup en tant qu'historienne. À Angers, à l'université d'Angers, on a déjà beaucoup de réalisations dans ce domaine-là. En 2001, nous avons créé un centre des archives du féminisme qui est unique en France, avec donc en donnant accès à des archives de personnalités ou d'associations qui ont défendu les droits des femmes. Par exemple, Yvette Roudy, la première ministre des droits de la femme, comme on disait à l'époque, en 81, nous a donné ces archives, des archives de grandes associations comme l'Union féminine civique et sociale, le Conseil national des femmes françaises, les chiennes de garde plus récentes. Voilà, donc il y a tout un aspect documentaire. Et à Angers, en 2004, nous avons aussi créé un musée virtuel sur l'histoire des femmes et du genre. Et c'était aussi une initiative pionnière. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de musées sur Internet. Et donc, en partant de recherches récentes sur l'histoire des femmes, de thèses notamment, on présente avec toutes les possibilités que nous offre Internet des expositions, voilà, qui sont en lien étroit avec la recherche en train de se faire sur des sujets assez variés. Alors, si j'ai bien compris, donc c'est votre axe de prédilection, c'est celui-là, c'est mobilisation militante. Donc on va. Moi, j'ai la charge d'animer tout le programme, bien vous sûr. Êtes la militante. Donc le rugby, ça vous intéresse moins. C'est plutôt le militant. Je suis moins compétente. Alors sur votre axe, donc parlez-nous un peu de vos recherches personnelles justement sur cet axe mobilisation militante. Donc prenons notre temps pour essayer de. D'accord. Donc par exemple, nous avons étudié là collectivement des initiatives de lutte contre les discriminations au niveau des lycées en Pays de la Loire. Donc une grande enquête a été faite auprès de plusieurs lycées et centres d'apprentissage pour voir comment ça se passe dans les lycées et CFA qui ont répondu à l'appel de la région. Cet appel s'appelle « Les jeunes luttent contre les discriminations ». Donc on y a passé 1 millier de questionnaires pour mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des lycéens et des lycéennes. Et vous avez déjà On a des résultats déjà assez intéressants. Par exemple, sur le fait que les garçons sont plus discriminants que les filles. On a associé aussi avec d'autres discriminations, parce que c'est toujours délicat d'isoler sexisme, homophobie. Bien sûr, c'est une des limites. Mais voilà, par exemple, le racisme apparaît plus préoccupant que le sexisme et l'homophobie dans les lycées actuellement. D'accord. Oui, donc c'est discrimination. Donc on a essayé de comparer, et les discriminations liées au handicap également, pour voir comment c'est ressenti, vécu aussi par les lycéens, parce qu'il ne faut pas oublier que ces discriminations, elles sont pour un grand nombre d'entre eux et d'entre elles source de souffrance, plus ou moins tue et génératrice de mal-être, d'un taux de suicide par exemple
nettement plus élevé chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hétérosexuels. Voilà, donc dans cette enquête, moi je me suis plus particulièrement penchée sur les journées de la jupe, qui existent depuis 2006 sous des dénominations différentes. Donc en Pays de la Loire, ça s'appelle Ce que soulève la jupe. Et c'est le conseil académique de la vie lycéenne qui a lancé cette initiative en 2013. Donc c'est tout récent. Et donc on observe ce qui se passe dans ces lycées. Les retours sont positifs, hein, ça fait réfléchir, ça fait parler. Précisément, donc la journée de la jupe, oui. c'est quoi l'initiative ? C'est une journée qui permet à l'initiative des lycéens, mais dans un cadre rectoral, le conseil académique de la vie lycéenne, donc en accord avec les chefs d'établissement, avec les professeurs volontaires. Et ça se passe de différentes manières. Il peut y avoir du théâtre-forum, il peut y avoir des conférences, des débats entre élèves. Et ça a pris une tournure un petit peu différente l'an dernier avec la proposition, je dis bien la proposition, de venir en jupe, aussi bien pour les filles, qui sont très peu nombreuses à venir en jupe au lycée. Hein, c'est comme ça que la journée de la jupe est née, hein, du constat de la peur des filles de venir en jupe parce qu'elles se font traiter de putes quand elles viennent en jupe. Donc ça a démarré comme ça. Et ensuite, ça s'est étendu aux garçons solidaires qui ont choisi finalement la jupe pour exprimer aussi leur intérêt, leur solidarité avec les filles. Et puis, comme on s'en souvient encore dans la région et à Nantes, au lycée Clémenceau en 2014, une manifestation a eu lieu devant le lycée et ça a fait le buzz, comme on dit. Hein, donc, jusque internationalement, vraiment, des journalistes ont téléphoné, les caméras de télévision, etc., pour voir cet affrontement finalement entre des représentants de la Manif pour tous et des lycéens qui étaient furieux qu'on exploite politiquement leur journée de lutte contre le sexisme. Voilà. Je crois qu'on arrive au terme de la seconde partie de cette émission, donc les journées de la jupe, on en parlera tout à l'heure, on va rebondir un petit peu là-dessus, ce qui va nous permettre de continuer un petit peu sur vos recherches. Donc on fait une deuxième interruption musicale avec donc un morceau qui a été choisi par notre invité. Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant. La la la, petit bonhomme, comme on est bien élevé. C'était grâce à Marie-Vonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit. Le mari de Marie-Vonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci. Depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus ici. Il m'avait dit Marie-Vonne est un vrai boudin. Toujours elle me cramponne, ça me dit rien. La la la, petit bonhomme, comme on est mal élevé. Marie-Vonne est très mignonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma maîtresse est une conne, il lui avait dit. Le mari de Marie-Vonne n'est plus mon amant. Comme il n'a trouvé personne, il est chez sa maman. Marie-Vonne et moi, on pense qu'on pourra bientôt se prendre un peu de vacances, un peu de repos. Mais voilà que Marie-Vonne m'apprend ce midi. Sa belle-mère lui téléphone, elle vient aussi. La la la, petit bonhomme, ça commence à se gâter. Il la prenait pour sa bonne, elle en a eu assez.
café. La, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma mère est une gorgone, il avait dit. Le mari de Marivonne a pu se recaser. C'est Sophie qui lui redonne un peu de volupté. Au début tout feu tout braise, il sera gentil. Quand il se mettra à l'aise, il refera le lit. Il lui dira tu es belle après qu'auparavant il descendra la poubelle en repartant. La, petit bonhomme, mais ça ne va pas durer. Quand il lui dira bobonne, elle va se tirer. Moi, sa mère et Marivonne, on l'a bien dit à Sophie. On t'attend, ma toute bonne, dans le midi. Si longtemps ça recommence, on va se retrouver. Toute une colonie de vacances, on va bien s'amuser. Poupidou, poupidou, Euradio Nantes, poupidou, les causeries de la MSH. Et là, nous reprenons nos échanges des causeries de la MSH, donc les causeries qui accueillent aujourd'hui Christine Barr, donc qui est historienne et qui est donc responsable du programme JDI, donc sur alors c'est quoi JDI, genre et discrimination sexiste et homophobe. Donc voilà. Donc on a parlé donc de la journée de la jupe. On va continuer sur la jupe et on finira peut-être sur le pantalon. Je sais pas, on va voir tout à l'heure. Mais donc alors reprenons sur la jupe. Donc la journée de la jupe, est-ce que c'était ça précédait le film ou c'était après le film? Parce qu'il y avait un film avec c'est fascinant. Isabelle Bien sûr, Adjani. le film date de 2009 et le réalisateur ne savait pas qu'il existait déjà un printemps de la jupe dans certains lycées autour de Rennes. Ensuite, le terme journée de la jupe a été utilisé parce que le film a été beaucoup vu. Il a été un petit peu critiqué aussi. Voilà, mais en tout cas, ça a donné une popularité certaine à l'expression. Maintenant, on peut constater que la journée de la jupe ne s'est pas généralisée dans tous les lycées, mais ça reste un moyen vraiment intéressant d'aborder les questions de sexisme et d'homophobie aussi, à travers le vêtement. Et donc, ça rejoint très très bien mes recherches, en fait, depuis une dizaine d'années sur la signification du vêtement. Les hommes, ils aiment bien que les femmes mettent des jupes? Alors, les hommes, est-ce qu'on peut généraliser comme ça? Oui. Alain Souchon aussi. Bah oui, donc vous voyez. Que je n'ai pas hésité à choisir comme illustration musicale. Oui, mais les femmes d'ailleurs, ça c'est un des constats dans mes recherches, tout le monde peut faire ce constat-là d'ailleurs, malgré l'immense succès du pantalon à partir des années 1960, les femmes, la jupe continue à être portée par les femmes. Mais elle change de signification, elle devient un vêtement plus rare. Et on prête aux femmes qui mettent des jupes des intentions qu'elles n'ont pas toujours. La jupe a perdu un peu de son innocence, dans le sens où elle n'est plus le vêtement qu'on porte un peu automatiquement de manière traditionnelle. Et la jupe a été fortement sexualisée. Donc c'est en partie une des difficultés des jeunes filles aujourd'hui, pour assumer, comme beaucoup disent parmi elles, pour assumer de mettre une jupe. C'est réellement très difficile, ce qui est très paradoxal effectivement quand on voit que pendant des siècles le vêtement ouvert a été imposé aux femmes et le vêtement fermé a été un privilège masculin. Voilà, ça reste quelque chose de compliqué, le vêtement pour les femmes, mais de très riche en même temps. Et une des choses qui m'intéresse, c'est l'absence de symétrie, puisque les femmes ont pu conquérir le vêtement masculin à partir des années 60. Ça, c'est quelque chose qui accompagne la libération des femmes et les progrès de l'égalité. Mais les hommes, de leur côté, sont assez peu allés vers le vêtement féminin. Un petit peu,
mais pas au point d'adopter la possibilité de mettre une jupe. Alors, il y a des hommes qui militent pour la jupe masculine, mais ça reste encore assez marginal. Jean-Paul Gaultier a fait beaucoup là-dessus. Voilà, Jean-Paul Gaultier dans les années 80, Jacques Esterel même dans les années 70. C'est une proposition de la mode, mais une proposition assez marginale encore, mais en train de se développer quand même dans les toutes dernières années. Donc ça, c'est quelque chose que j'étudie, cette dissymétrie. Et puis la jupe pour homme, je le disais un petit peu tout à l'heure, elle peut être aussi utilisée comme un outil militant. La jupe ou le vêtement féminin. Et ça de manière internationale. En Iran, en Turquie, en France, au Québec, on peut trouver des exemples presque dans le monde entier de cela. Tant le vêtement féminin incarne quand même, matérialise l'oppression et l'enfermement et l'entrave, en fait, pour les femmes. La limitation des libertés. Donc, quand un homme, dans une démarche militante, adopte le vêtement féminin, le temps d'une manif, le temps d'un événement, c'est vraiment très intéressant et tout à fait nouveau comme réaction. Donc ça rebondit sur cette journée de la jupe, alors. C'est ce que vous voulez dire. Oui, disons que ce qu'on remarque depuis 2 ans dans les journées de la jupe, c'est que les garçons portent aussi la jupe. Pas tous les garçons, mais un certain nombre de garçons. Alors certains le font pour s'amuser, et pourquoi pas, hein, pour se déguiser, et c'est très chouette de se déguiser, voilà. Mais d'autres quand même réfléchissent aussi à ce que ça veut dire et le font véritablement pour montrer une prise de conscience. Et il y a un message dans cette jupe. Bon, alors, la jupe au pantalon, vous avez travaillé, ça m'intéresse beaucoup, ça, sur l'histoire du pantalon. Ça, l'histoire politique du pantalon. Ça, déjà en soi. Ça tournait déjà autour de la signification initiale du pantalon, au moment de la Révolution française, à l'époque des sans-culottes. Hein, tout ce que le pantalon incarne de politique, voilà. La fraternité, l'égalité, etc. La rupture avec un ordre vestimentaire aristocratique qui était matérialisé par la culotte. Et non pas le pantalon qui va jusqu'en bas, qui ne s'arrête pas aux genoux. Donc, vêtements masculins, symbole du pouvoir masculin également, mais aussi des sans-culottes, donc du vêtement du prolétaire, de l'artisan. Et puis, l'interdiction faite aux femmes de porter le pantalon. Jusqu'à une date très récente. Et l'envie pour un certain nombre de femmes, féministes ou considérées comme telles, de s'émanciper aussi en portant le pantalon et de voir toutes les libertés que leur offre le port du pantalon. Voyager, être identifié comme un homme dans l'espace public, pouvoir travailler sous une identité masculine. Donc il y a des femmes qui étaient de véritables travestis, qui se faisaient passer pour hommes, d'autres qui mettaient le pantalon simplement pour travailler, éviter des dépenses excessives, puisque le vêtement féminin coûte plus cher que le vêtement masculin, par exemple. Donc c'était encore vrai, ouais. Et voilà, donc des tas de choses intéressantes et qui ont une dimension politique. Donc je voulais montrer que le vêtement n'était pas une question futile, que ce n'était pas seulement une question de mode, mais qu'il pouvait être porteur de signification politique. Et on peut lire l'histoire de l'émancipation des femmes à travers l'histoire du vêtement. Et donc, ça nous amène à un constat aujourd'hui qui interroge. Hein, et c'était vrai aussi à d'autres époques, cette discrimination par le vêtement. Ah oui, alors la différenciation des sexes par le vêtement, c'est quelque chose d'assez universel, mais qui varie dans le temps. Par exemple, dans certaines régions, ce qui est codé féminin peut être dans d'autres régions codé masculin. Donc il faut surtout pas essentialiser la jupe, par exemple, n'est pas en soi féminine. D'ailleurs, djouba, qui veut dire robe, et qui était à l'époque de l'invention de la djouba portée par des hommes. Ainsi que par des femmes. Donc c'est très intéressant par rapport à l'histoire du genre de voir toutes ces variations dans le temps et dans l'espace. Hein, ça nous amène à désessentialiser les vêtements.
Je dis ça parce que récemment, avec la Manif pour tous et toute son iconographie, on a vu à quel point la question du genre vestimentaire était omniprésente. C'était le rose et le bleu dans les visuels. Exact, oui. Et c'était aussi des manuels, des livres pour enfants qui s'appelaient Papa porte un pantalon et Maman porte une robe. Voilà, la garantie de l'ordre social passerait par le respect strict de la différenciation des sexes, les hommes en bleu, les femmes en rose. Et on préserve ainsi un ordre traditionnel de tous les changements égalitaires qui sont craints et qui sont craints depuis bien longtemps en fait. C'est pas tout à fait nouveau ces réactions d'opposition et de peur par rapport à l'égalité. Mais oui, dans le cas de la Manif pour tous, il faut séparer quand même ce qui a été fait dans le cadre de la Manif pour tous et puis toutes les discussions, tous les débats qui se sont faits autour du mariage homosexuel, le mariage pour tous. C'est un peu différent. Enfin, bon, il y avait pas que ça non plus, quand même, comme divergence. Non? Si? Je vous parle de ce qui a été le plus visible à ce moment-là, de cette production visuelle, affiches, livres, t-shirts, c'était une campagne de communication très moderne, vous avez raison qui a beaucoup joué sur l'image et énormément sur le vêtement. Oui, et c'est vraiment une manière de rappeler que pour eux, il y a une différence intangible, immuable, qui doit être marquée par le vêtement. Donc il y a une phobie vraiment du travestissement et de tout ce qui concerne la transidentité dans ces mouvements-là que l'on doit souligner. Très bien. Bon, là je me fais rappeler à l'ordre. Donc comme c'est moi qui porte le pantalon, je vais arrêter donc là cette troisième partie de l'émission. On va reprendre donc après une pause musicale choisie par notre invité, la dernière partie de nos échanges.
Euradio Nantes, les causeries de la MSH. Eh bien, nous reprenons notre causerie, donc, de deuxième émission de cette saison, cette 5e saison déjà. Aujourd'hui, on accueille Christine Bach, donc, qui est historienne, spécialiste du genre, entre guillemets, et donc responsable du programme JIDAI, hébergé à la MSH. On a parlé dans la troisième partie de cette émission de son domaine de recherche, qui est plus spécifique sur le militantisme et le féminisme. Et donc, justement, à propos de féminisme, va sortir à la fin de 2015, donc bientôt, un dictionnaire des féministes. Alors, j'ai bien précisé que c'était pas un dictionnaire amoureux. Hein, donc, c'est dictionnaire des féministes. Donc, je crois que ça va nous occuper la dernière partie de notre émission. Alors, dites-nous en plus. Alors, ce dictionnaire, c'est une nécessité parce que ça n'existe pas de dictionnaire des féministes. On a un dictionnaire du mouvement ouvrier qui a été lancé dans les années 60 par Jean Métron. Et c'est assez révélateur que en 2015, on n'est toujours pas en France, en France, d'un tel outil, en fait, pour connaître les féministes. Alors, il y a à la fois des notices biographiques et des notices thématiques, 150 notices thématiques, et on fait commencer le féminisme avec 1789 et donc la perspective d'une égalité des droits. C'est quand même comme ça que on peut dater le féminisme, même si certains écrits antérieurs, philosophiques, littéraires, antérieurs à 1789, pourraient relever d'un proto-féminisme. Il y a d'ailleurs des notices sur féminisme d'Ancien Régime, qui posent la question. Donc voilà, on espère que c'est une œuvre utile. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont contribué à ce dictionnaire, 250. On y retrouve Anne Sylvestre, que j'ai choisie tout à l'heure. Ah oui. Anne Sylvestre, il y a des chanteuses féministes. On peut être écrivaine féministe, philosophe féministe, des intellectuels bien sûr, mais aussi des militantes d'associations, des femmes politiques, des syndicalistes, parce que on est rarement uniquement féministe. On a une activité professionnelle, journaliste, avocate, etc., qui peut aider au développement d'une cause, à la défense de la cause féministe. Et puis, on peut aussi dire qu'il n'y a pas que des femmes dans ce dictionnaire, il y a des hommes féministes. Il y a la parité ? Non, bien sûr, on n'a pas la parité, puisque ça ne correspondrait pas à la proportion d'hommes dans le mouvement féministe. Il y a, à la fin du 19e, on estime qu'il y a à peu près un tiers d'hommes dans les mouvements féministes. Dans les années 1970, on tombe à un pourcentage autour de 5%, peut-être. C'est un petit peu difficile de le calculer, mais en tout cas moins de 10%. Et aujourd'hui, avec le féminisme dit de la troisième vague, on retrouve une certaine mixité, et les garçons en jupe dont je parlais tout à l'heure sont tout à fait dans cet esprit-là de la troisième vague, où on comprend que le féminisme, c'est interroger aussi ce que ça veut dire le genre, les contraintes liées au genre, qu'un garçon peut faire de la danse et qu'une fille peut faire du rugby, par exemple, ou aller vers une activité classée masculine pendant bien longtemps. Et c'est l'intérêt des hommes aussi, pas seulement l'intérêt des femmes. Donc c'est cet esprit-là de la troisième vague qu'on peut retrouver. Donc un gros travail qu'on a commencé en 2008 et qui est en train de s'achever avec une publication espérée pour l'an prochain, peut-être 2008, même début 2017, parce qu'il faudra à l'éditeur, les presses universitaires de France, sans doute 1 an pour fabriquer ce gros dictionnaire. Là, on est en train de récolter les dernières notices. Et donc, il est structuré comment, ce dictionnaire ? Donc, c'est par, Alors, c'est l'ordre alphabétique, avec une introduction et où on mêle entrées thématiques, toutes sortes d'entrées thématiques. Elles me semblaient nécessaires, ces entrées thématiques, pour éclairer
tous ces éléments biographiques qu'on retrouve. Sinon, les notices biographiques, elles sont un petit peu plates. Par exemple, on va découvrir que pas mal de féministes sont protestantes. Il faut une notice pour expliquer pourquoi. C'est une croyance surreprésentée parmi les féministes. Les religions minoritaires et plus républicaines, plus attachées à la laïcité, plus progressistes d'une certaine manière, alors que les catholiques, dans leur grande majorité, pas en totalité, se trouvaient plutôt dans un camp politiquement conservateur qui était hostile aux idées féministes. Donc c'est un petit peu comme ça. On peut aller plus loin aussi avec des explications qui sont plus d'ordre religieux ou du fonctionnement des cultes. Mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Et puis il y a aussi toutes les définitions nécessaires sur les féminismes. Parce qu'il y a une immense variété de féministes. C'est pour ça que c'est si idiot de dire la théorie du genre ou les féministes, comme si toutes les féministes pensaient de la même manière. Il y a une énorme diversité de pensées et de choix militants, de choix de répertoire d'action collective. Vous pouvez donner des exemples ? Par exemple, aujourd'hui, on a les Fémènes, un type d'action assez provocatrice qui utilise la nudité, qui est centrée sur certains sujets. Et puis, on va avoir des groupes comme Oser le féminisme qui vont avoir d'autres choix d'action, d'autres choix de thèmes. Et puis, des associations aussi qui sont assez peu connus, qui font pourtant un travail de terrain très, très important, de proximité, locale, et qui font peu parler d'elles, et qui sont essentielles pour le vivre ensemble, comme on dit beaucoup. Aujourd'hui, j'aime pas trop cette expression, mais en tout cas, le lien social, on aime bien ça, à la Maison des sciences de l'homme d'Ange Guépin. C'est ce qui l'a fondé. Oui. C'est même ce qui l'a fondé. Et je pense que dans le lien social, l'action des associations et l'action des associations féminines et féministes est très importante et assez peu connue. Je voulais dire ça aussi, que c'est un des intérêts de Jedi en travaillant sur le féminisme. On éclaire des sujets, il y a des thèses qui se font sur ces sujets-là, mais on est peu nombreuses et peu nombreux en France à s'intéresser à cette histoire et à cette actualité de l'action des femmes et du féminisme. Donc c'est un domaine de recherche que je défends beaucoup avec enthousiasme, et je vois que ça intéresse en tout cas les plus jeunes dès qu'on leur donne accès en tout cas à ces connaissances-là. Et donc là vous avez alors on va juste peut-être vous avez organisé c'est quoi ? C'était un colloque, une journée d'études samedi dernier sur justement les jeunes face aux discriminations. Oui, où on abordait cette enquête auprès des lycées en Pays de la Loire et avec des associations. Parce qu'on tient beaucoup à ça aussi dans notre domaine de recherche, de travailler avec des associations qui luttent contre l'homophobie ou qui luttent contre le sexisme, tout particulièrement le planning familial et SOS homophobie, pour tirer profit aussi de leur expertise, parce que ces associations-là, elles sont au contact, au plus près des victimes des discriminations. Donc on a beaucoup à apprendre de ce travail essentiel qu'elles font. Et c'est un dialogue enrichissant pour les chercheuses et les chercheurs que nous sommes. Très bien. Il nous reste quelques instants avant de conclure cette émission. Est-ce que vous avez un point sur lequel vous voudriez encore vous exprimer ou n'hésitez pas à nous réinviter pour parler de la suite de Jedi, de ce que nous allons faire sur le droit, par exemple, pour situer un peu la France dans une histoire mondiale de la lutte contre les discriminations. Est-ce que la France est en retard, en avance certainement pas. Si on prend la loi sur le mariage des personnes de même sexe, la France est loin d'être pionnière. Et si on compare avec un pays proche comme la Belgique, les différences sont tout à fait troublantes sur
qu'est-ce qui se passe en France en ce moment, pourquoi ça se passe mieux et plus facilement en Belgique. Donc la comparaison, je pense, va nous apprendre beaucoup. Avec la Belgique. Avec la Belgique ou avec le Québec aussi, qui est pionnier sur ces questions-là. Pays francophone. Oui, on ne retient pas que des pays francophones. Vous citez la Belgique ou le Québec, effectivement. Mais disons qu'avec un pays aussi proche que la Belgique, c'est tellement troublant de voir que, par exemple, les PMA se font dans des cliniques belges catholiques depuis une dizaine d'années. Quand on voit les positions en France, voilà, pourquoi ces différences. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, qu'est-ce qui se passe en France ? D'accord. Bon, ça sera peut-être l'objet d'une autre émission. C'est un autre sujet. Ça, c'est une autre histoire, comme on disait dans les émissions pour enfants de ma jeunesse. Eh bien, je vais terminer, donc, comme d'habitude, par une citation volontairement provocatrice, parce que je me suis fait traiter de provocateur dans mon introduction. Ça avait l'air de vous faire plaisir. Oui, ça me fait plaisir. Alors dans OSS 117, Rio ne répond plus. Dolores, joué par Louise Monod, lieutenant-colonel de l'armée israélienne, dit à OSS 117, joué par Jean Dujardin, l'idée est que nous travaillons ensemble d'égal à égal. Alors, Hubert Bonisseur de Labatte, alias OSS 117, qui la prend pour sa secrétaire, lui rétorque « On en reparlera quand il faudra porter quelque chose de lourd ». Voilà, ça termine mon émission.